Un rancho perdu au milieu des terres arides de Guanajuato. Une odeur que personne n'ose nommer. Et sous la terre, pas un corps, pas deux, mais des dizaines de squelettes de femmes, de fillettes, de nourrissons. Pendant plus de 10 ans, cet endroit a été le théâtre d'un massacre silencieux, orchestré non pas par un cartel, ni par une secte, mais par 2 sœurs en apparence inoffensives. Avant de plonger dans cette histoire glaçante que peu connaissent vraiment, abonne-toi et active la cloche, parce que ce genre de récit, on n'en trouve pas ailleurs. Leur nom, Delfina et Maria de Jesus González. On les surnommera bientôt les Poquianchis, les tueuses en série les plus prolifiques de l'histoire du Mexique. Et pourtant, presque personne ne se souvient d'elles. Comment 2 femmes ont-elles pu bâtir un empire de mort pendant plus d'une décennie, en plein jour, sans que personne n'intervienne? La réponse est plus dérangeante que tu ne l'imagines. Tout commence au début du XXe siècle, à El Salto, dans l'état de Jalisco. 4 sœurs naissent dans cette famille, mais 2 d'entre elles domineront bientôt toutes les autres par leur cruauté. Delfina et Maria de Jesus. Leur père, Isidro Torres, n'est autre que le chef de la police locale, un ancien militaire rongé par la jalousie et obsédé par l'honneur de ses filles. Un homme censé protéger, qui sème pourtant les graines de l'horreur. Il leur interdit de sortir, de parler à des hommes, de se maquiller. Un jour, en surprenant Delfina en pleine conversation avec un jeune homme, il l'enferme plusieurs jours sans nourriture. Mais voici le twist que personne ne voit venir. Cette violence ne les a pas brisées. Elle les a forgées. Elle en a fait des prédatrices. Dans les années 1940, les 2 sœurs s'installent à San Francisco del Rincón, dans l'état de Guanajuato. Elles ouvrent des cantines, des maisons closes. Au début, tout semble presque légal. De l'alcool, de la compagnie féminine, quelques pots de vin glissés aux autorités. Mais très vite, une idée germe dans leur esprit. Une idée qui va tout faire basculer. Pourquoi payer des femmes quand on peut simplement les posséder? C'est le tournant. Le moment où le commerce devient captivité. Les recrutements par petites annonces truquées laissent place aux enlèvements purs et simples, en particulier de jeunes orphelines ou de filles issues de familles trop pauvres pour se défendre. Ce n'étaient plus des patronnes de bar, c'étaient des geôlières. Et ce n'est que le début. Voyant que personne ne les arrête, que la corruption locale travaille en leur faveur, les sœurs González étendent leur territoire. Elles achètent plusieurs propriétés rurales entre Guanajuato et Jalisco, loin des regards, où elles font tourner des bordels clandestins sous contrôle total. Pour alimenter la machine, elles s'associent à des recruteurs et des proxénètes qui leur livrent des adolescentes trompées ou kidnappées. D'autres jeunes filles sont carrément achetées à des familles miséreuses, sous prétexte de leur offrir un avenir meilleur. Et voici la règle absolue de ce système. Si une femme tombe malade, tombe enceinte, ou tente de dénoncer, elle est exécutée et enterrée dans la cour. Personne ne pose de questions. Les autorités sont achetées, les voisins terrifiés, et les rares survivantes qui parviennent à fuir sont tout simplement ignorées. Mais ce n'est pas le plus effroyable. Le système de capture qu'elles ont mis en place est d'une froideur presque industrielle. De fausses annonces circulent dans les villages pauvres, emploi de domestiques, de nourrices, d'aide en cantine, salaire correct, logement fourni, une chance d'aider sa famille. Une fois les jeunes filles arrivées dans les bordels ruraux, tout leur est arraché. Vêtements, papiers, identité. On leur annonce qu'elles sont désormais endettées, qu'elles doivent se prostituer pour rembourser leur hébergement, leur nourriture, jusqu'à leur transport. Une dette qui, bien sûr, ne s'éteint jamais. Certaines sont droguées dès leur arrivée pour briser toute résistance. D'autres sont battues jusqu'à la soumission. Et la moindre tentative de fuite se paie immédiatement dans le sang. À l'intérieur de ces maisons de l'horreur, les femmes et les fillettes sont enfermées dans des cellules minuscules, sans fenêtres, parfois enchaînées. Elles ne sortent que pour être livrées aux clients sous surveillance permanente. La nourriture est rare, infecte.
La malnutrition et la maladie rongent les corps, sans jamais de soins. Et si l'une d'elles devient trop malade, trop coûteuse, elle est simplement supprimée. Les punitions, elles, dépassent l'entendement. Coups, brûlures, mutilations. Certains témoignages parlent de jeunes filles forcées à marcher pieds nus sur du verre brisé ou plongées dans l'eau glacée pendant des heures comme méthode de torture. Et quand les grossesses surviennent, ce qui arrive fréquemment à cause des viols répétés, les femmes enceintes deviennent des fardeaux. Beaucoup sont forcés à avorter dans des conditions immondes. D'autres accouchent, et le nouveau-né est immédiatement tué, enterré avec le reste. Pour Delphina et Maria de Jesus, ces jeunes filles n'étaient jamais des êtres humains, juste de la marchandise jetable. Mais elles n'agissaient pas seules. Deux autres sœurs, Carmen et Maria Luisa González, participaient activement à l'entreprise criminelle. Carmen supervisait les captives et gérait l'argent, réputée pour sa froideur totale, administrant elle-même les châtiments et tenant les comptes du nombre de femmes restantes, disparues ou rentables. Maria Luisa, plus discrète, aidait à l'administration et parfois au recrutement. Autour d'elle gravitait tout un réseau de complices, rabatteurs dans les villages pauvres, policiers locaux corrompus ou directement impliqués, médecins clandestins pratiquant les avortements forcés, voisins préférant fermer les yeux par peur ou par intérêt. Grâce à cette structure bien huilée, les Poquianchi ont fait régner la terreur pendant plus de 10 ans, sans qu'aucune enquête sérieuse ne vienne troubler leur tranquillité. Et la mort, dans tout ça, n'était qu'une ligne de comptabilité de plus. Empoisonnement dans la nourriture, coup fatal servant aussi d'exemple pour terroriser les autres, strangulation, exécution à l'arrière des propriétés. Les corps finissaient dans des fosses improvisées, jetés dans des puits asséchés, ou enfouis sous les fondations de nouvelles constructions pour mieux les dissimuler. Lorsque la police finira par exhumer les restes, on y trouvera des femmes adultes, des adolescentes, des fillettes et un nombre effarant de fœtus, vestiges des avortements forcés. Il faudra des semaines aux enquêteurs pour simplement récupérer tous les corps d'une seule propriété. Pour les sœurs González, faire disparaître un cadavre n'était pas un acte de panique, c'était une routine. Alors comment ce système parfaitement huilé s'est-il effondré ? Tout bascule grâce au courage d'une seule jeune femme, Catalina Ortega. Capturée comme tant d'autres, sous une fausse promesse d'emploi, séquestrée, exploitée, torturée, elle refuse pourtant de se résigner. Elle observe, elle patiente, elle attend son moment. Et un jour, profitant d'un instant d'inattention de ses gardiens, elle s'enfuit pieds nus à travers les champs. Malgré les menaces de mort qui pèsent sur quiconque oserait parler, elle trouve le courage de dénoncer. Personne ne la croit d'abord. La corruption et la peur protègent encore les Poquianchi. Mais Catalina refuse d'abandonner. Elle frappe à toutes les portes jusqu'à trouver un officier prêt à l'écouter. Son témoignage sera l'étincelle qui fera tomber en 1964 l'un des plus grands empires criminels dissimulés de l'histoire mexicaine. Ce que la police découvre alors dépasse le pire des cauchemars. Un ranch surnommé l'Enfer Grand, à San Francisco del Rincón. La cour arrière est retournée et les premiers corps remontent presque instantanément. Pas une fosse commune, mais des dizaines de cadavres dispersés, femmes, fillettes, nouveau-nés. Certains ligotés, d'autres marqués de coups, de tortures, de balles. L'odeur est si insoutenable que les policiers doivent improviser des masques avec des tissus imbibés d'alcool. Et plus les fouilles avancent, plus les chiffres grimpent. Plus de 80 corps rien que sur ce terrain, et davantage encore sur les propriétés voisines. Dans les maisons, on retrouve des cellules sans fenêtres, des instruments de torture artisanaux, des registres comptables détaillant méthodiquement la gestion des victimes. Un abattoir humain déguisé en maison close. La nouvelle frappe le Mexique tout entier comme un coup de tonnerre. Les journaux publient des titres qui semblent tout droit sortis d'un récit d'épouvante. Comment un tel cauchemar a-t-il pu durer des années, en pleine vue, sans qu'on lève le petit doigt ? Les Poquianchi sont arrêtés avec plusieurs de leurs complices. Durant le procès,
Delfina et Maria de Jesus n'affichent presque aucun remords. Elles rient entre elles, lancent des remarques sarcastiques, se rejettent mutuellement la faute pour alléger leur peine. Le procès devient un véritable spectacle médiatique. Des survivantes témoignent de scènes indicibles, passages à tabac, exécutions de codétenus, avortements forcés. Les procureurs déposent des preuves accablantes, restes humains, documents comptables, objets de torture. La défense tente de plaider la folie. En vain. En 1964, les deux sœurs sont condamnées à 40 ans de prison, la peine maximale autorisée à l'époque par la loi mexicaine. Mais ce procès ne révèle pas seulement leur horreur, il expose aussi au grand jour la corruption profonde d'autorités locales ayant sciemment laissé perdurer ce massacre contre de l'argent. Et même derrière les barreaux, leur histoire ne s'achève pas paisiblement. En 1968, Delfina González meurt d'une manière presque grotesque. Alors qu'elle supervise des travaux de construction dans la prison, un maçon laisse accidentellement tomber un seau de ciment depuis les hauteurs. Il s'écrase directement sur sa tête, la tuant sur le coup. Beaucoup y verront non pas un accident, mais une vengeance silencieuse. Maria de Jesus, elle, survivra plus longtemps, sombrant peu à peu dans la maladie et la folie, seule et oubliée de tous, jusqu'à sa mort en 1990. Quant à Carmen González, elle meurt peu après son arrestation, en attendant son procès. María Luisa parvient à échapper un temps à la justice, mais ne connaîtra plus jamais la liberté véritable, terminant sa vie dans l'anonymat et le rejet total de la société. Avec les années, le nom des Poquianchis s'est peu à peu effacé de la mémoire collective, éclipsé par des crimes plus récents. Mais pour ceux qui connaissent vraiment cette histoire, Delfina et Maria de Jesus demeurent le visage féminin de l'horreur absolue au Mexique. Car ce récit n'est pas qu'un chapitre sombre du crime mexicain. C'est un miroir brutal de ce qui se produit lorsque l'avidité, la corruption et la déshumanisation se rencontrent sans aucune limite. Ces deux femmes ne sont pas nées monstres. C'est leur environnement qui les a façonnées ainsi. Un monde où la violence semblait normale, où la pauvreté était ignorée, où les autorités vendaient leur conscience aux plus offrants. Pendant plus de 10 ans, des femmes et des fillettes ont été réduites à de simples objets, utilisés, brisés, enterrés, comme si elles n'avaient jamais existé. Et tout cela ne s'est pas déroulé au cœur d'une guerre lointaine, mais au sein de communautés bien vivantes, peuplées de gens qui ont préféré se taire. Aujourd'hui, les ranchos des Poquianchis ne sont plus que des ruines oubliées, mais sous cette terre résonne encore l'écho de leurs crimes, non pas comme une anecdote macabre, mais comme un avertissement brutal. Le véritable monstre ne se cache jamais dans une créature de légende. Il vit chez ceux qui cessent de voir en l'autre un être humain. Et toi, si cette histoire t'a glacé le sang, dis-nous en commentaire ce que tu en penses et va jeter un œil à notre prochaine enquête, encore plus troublante que celle-ci.